Et bonjour à tous, comment est-ce que vous allez? On se retrouve pour cette cinquième, sixième, je ne sais plus, La sixième, je dirais. partie d'apprentissage du Rust par Manu. Bonjour à toi Manu, comment vas-tu? Salut Yannick. Bah écoute, ça va fort bien. J'ai hâte de commencer cette session. Est-ce que tu as fait tes devoirs? J'ai fait un petit peu mes devoirs, oui. Ah, Ouais, pour la magnifique, première fois. J'ai tendance à être pas très assidu comme élève, mais là, j'ai fait un petit peu mes devoirs. parfait. Donc pour un peu résumer ce qu'on va faire aujourd'hui, on va voir un concept qui s'appelle l'allocation dynamique en programmation et on va voir comment est-ce que Rust fait pour gérer ce système d'allocation dynamique. Et pour ça, on va utiliser deux choses principalement. On va utiliser ce qu'on appelle les vecteurs et on va utiliser ce qu'on appelle les chaînes de caractères. Parce que les chaînes de caractères en Rust, c'est un délire, mais c'est un délire dans n'importe quel langage. Donc le premier truc qu'on va se rappeler, et c'est Manu qui va le faire, c'est qu'il va me créer un arrêt ou un tableau d'entier. Donc tu mets un 2 3 dedans, on s'en fiche un peu. Euh, alors, de mémoire, je sais plus comment on fait, mais il fallait définir. Donc, je pense que c'est comme ça. Est-ce que je suis à peu près bon là? Ah, on va laisser le compilateur de toute façon décider de ton sort. Ah, évidemment, ça ne fonctionne pas. Donc, cannot be now at compilation time. C'est pour ça que je t'ai demandé si tu avais fait tes devoirs. Effectivement, j'ai fait mes devoirs, plus ou moins. Apparemment non. Alors, non. Je sais qu'il fallait. Il faut définir quel est le type dans l'arrêt, mais c'est pas obligatoire. C'est ça. En fait, il n'y a rien d'obligatoire dans ce que tu as écrit. Mais si tu veux le rendre obligatoire, en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas écrire ça. 8 pour typer ce que tu es en train de modifier et 3 pour définir la taille du Ah, tableau. c'est ça, c'est le nombre de. La quantité de. C'est ça. Et maintenant, je vais te demander d'essayer de faire quelque chose. Je vais te demander d'essayer de modifier un élément dans le tableau. Et ça va pas être possible. Bah non, sinon je te le Euh, demanderai pas. J'imagine que je pourrais faire un truc comme ça et qui va m'engueuler. Donc, il me dit que je peux le rendre mutable. Tu peux faire DBG, hein. Ça marche bien. Ah oui, c'est vrai. Point d'exclamation. C'est bien le langage quand même, hein, il te dit tout. Ah là là, j'ai toujours pas intégré cette histoire de point-virgule, c'est une Donc là, t'as catastrophe. rien fait. T'as Ah, modifié le 1 par un 1. C'est pas très très intéressant. c'est pas faux. Et si je mets un zéro, je peux le modifier, mais ça veut dire que j'ai rendu mon arrêt mutable avant. Non. Ah, Parce que maintenant, essaye de rajouter plus de 3 éléments dans ton tableau. est-ce que ça marche ça? Non, ça va pas marcher. Est-ce que j'ai... Alors, logiquement, parce que je rappelle que je viens du Python, en Python, T'aurais fait un append. Il n'y a pas c'est append. ça. J'aurais fait un append. Et là, je peux pas. Donc, je peux essayer de dire, est-ce que je peux faire un truc comme ça? Je sais pas pourquoi il me fait Il a essayé de t'importer un truc. plus zéro, par exemple. Est-ce que ça, c'est un truc qui peut fonctionner? Non. Ok.
Cannot add to... Ok. Est-ce que si je force le type... Non, ça ne peut pas marcher. Donc je ne sais pas comment faire Tu ça. n'as Ça aucun moyen de fait le pas faire. de happen. Ok, il n'y a aucun moyen de le faire. Tu n'as aucun moyen de le faire parce qu'en fait, un tableau en Rust est une zone mémoire qui a été définie en taille. Et cette taille, elle est définie par deux éléments. Elle est définie par le type de ce que tu es en train de mettre dedans. Et elle est définie par le nombre d'éléments que tu es en train de mettre dedans. Donc là, si tu passes ta souris sur le U8, tu vas voir que il va avoir une taille en fait. Enfin, si tu mets la... Je sais pas, on peut avoir la taille? Avant, on pouvait avoir la taille. On peut plus? Bon, bref. Le U8, en fait, il a une taille qui est spécifique, qui est de 1 octet. Mais par contre, si tu mets U32, tu vas avoir une taille qui va être 4 fois plus grande. Et donc, la taille de ton 1 ne va pas plus prendre une seule case, elle va en prendre 4. Et comme tu as 3 éléments dans ton tableau, en fait, tu définis une zone dans la mémoire qui a 3 places de 4 cases. Ok? Ok. Et par défaut, si jamais je précise pas, on est d'accord, Rust, Il va te le mettre en I32, je crois. Ou I64. T'as qu'à essayer. donc un truc bien gros, quoi. Bah, un truc qui peut ne pas être optimisé par rapport à ce que tu veux faire. J'ai un moyen de voir la taille, du coup, non, c'est pas ça. Bah, normalement, quand on passait la souris, ça marchait. Si, voilà, c'est bon. Tu passes la souris sur Integers et tu le vois. Tu as une size de 12 Ah aligné oui, sur 4. Donc, qui fait 3 x 4. Je t'avais dit 4 cases. Bah, tu fais 3 x 4, 12. Et donc, si ok. tu veux la taille en nombre de bits, bah, tu multiplies encore par 8. Et là, tu as la taille réelle de ton tableau en mémoire. Je peux pas lui préciser, sans définir le type, je peux pas lui préciser la taille déjà Tu peux mettre point de... virgule, je pense, devant. Il va peut-être... Non, il le fera pas. Ok. Ok, j'aimerais juste savoir quelle taille il prend quand on lui précise rien. Donc là, il Non, fait c'est 12. Donc c'est un i32. Quand tu passes la souris dessus, tu as un i32 de 3. effectivement. Donc il est bien fat, ce qui fait 12. Ok. Et si tu mets un 8, vas-y, mets un 8 à la place du i32. Point virgule. Un point virgule. Bon, Si tu repasses la souris devant, tu vas avoir une taille de 3. ok. Ok? Et donc ça, c'est une taille qui est définie à la compilation du programme et qui ne peut pas changer au cours de l'exécution du programme. Tu as vraiment dit, bah là j'ai 4 cases. Tu peux muter ce qu'il y a à l'intérieur de ces cases, parce que ça ne va pas influer sur la taille de ce que tu es en train d'utiliser. Mais par contre, tu ne peux pas rajouter d'éléments et tu ne peux pas en retirer non plus. Ok? Ok. Maintenant, il y a une syntaxe qui est rigolote. Je te vire ton integer égale 0, hein, ça, on s'en fout. Oh, si, on peut le laisser, c'est pas grave. C'est que tu peux lui demander la référence de ce integer. Tu vois que ici, tu vas avoir exactement la même valeur. Ok? Ouais. Parce que tu références l'intégralité des informations qui sont là. Mais en fait, tu peux t'amuser à lui dire ne me référence pas l'intégralité des données, référence-moi un bout de ces données. Et du coup, tu peux écrire cette syntaxe-là. Là, tu vas lui dire commence à l'index 1. Et donc l'index 1, dans le sens de l'ordre, ça va être la position 0 du tableau. Et donc là, au lieu d'afficher 0, 2, 3, tu n'affiches plus que 2 et 3. Et tu peux faire également la même chose dans l'autre sens. Tu peux lui dire
affiche-moi tous les éléments sauf le dernier. Ouais, j'imagine que tu peux faire un truc comme ça aussi. C'est du slicing. Non, Ah non, tu peux ça y a pas faire pas. ça. Ça y a pas. Ah, ok. Non, Ah non, oui, non. parce que de toute façon, tu connais Ça, la taille finale de ton truc, donc tu connais le dernier, oui. ça serait cool de pouvoir le faire, mais on peut pas. Et si tu fais la syntaxe que tu viens de découvrir par toi-même, en fait, tu viens de créer une référence vers le tableau en lui-même. Donc si tu sauvegardes, Ouais. tu vois que... pourquoi il me met pas le DBG il m'affiche pas le DBG qu'on vient de mettre. Bon alors. Si, si, il est à la fin, là. Ah, Integers slice 2, 0, 2. bah il devrait pas mettre 0,2, il devrait mettre 1, 2, 3. Enfin 0, 1, 2, 0, 2, 3. Si jamais la dernière référence est 3, du coup, je pense. Voilà. Voilà. Ah oui, ok, c'est le égal. Ok, le Ouais, égal, c'est inclusif, alors que le sans égal, du coup, c'est un slice exclusif, c'est-à-dire la dernière qui est c'est ça. référencée. Oui, ok. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi il m'affiche pas. Voilà, c'était le truc qui était en retard d'un cran. Lorsque tu fais point 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 de tout, en fait, tu viens créer une nouvelle référence. Donc en fait, ici, tu peux écrire ref de integers de integers point point. Il manque un S. Ok. Et ce truc-là, quand tu regardes son type, tu vois que son type, il a un peu changé. Son type, c'est EU8 et il a une size de 16. On n'est pas en train de manipuler le même genre de données. En fait, ton ref integer, c'est un pointeur. Enfin, c'est une référence vers quelque part dans la mémoire. Et toutes les références en Rust sont alignées sur 4. En fait, ils ont tous une taille de 16. Ok, quelle que soit la taille de C'est ça. la structure de données qu'il y a derrière, le pointeur a une taille de 16. C'est ça. Et Ok. la raison intime derrière ça, c'est que ta RAM, elle a des adresses. Quand on Ouais. dit que ta RAM, elle fait 8 Go, 16 Go, 64 Go, ça veut dire que tu dois pouvoir représenter 64 milliards d'adresses. Et donc ça veut dire que tu dois être capable de représenter ce nombre. Et donc pour représenter ce nombre, il faut que ton pointeur soit capable de représenter ce nombre. Et Ah oui, donc ok, je vois ce que tu veux dire. Ok. tu dois être capable de représenter 0, mais aussi l'adresse 32 milliards. Donc si tu t'es limité à du U8 pour la taille de ton pointeur, enfin, le type de ton pointeur, en fait ce qui serait passé, c'est que tu aurais pu adresser uniquement de la mémoire entre 0 et 255. Donc tu n'aurais que 255 cases de mémoire à ta disposition. Alors qu'en passant en U64, tu es puis il n'y a même pas assez de particules dans l'univers pour définir combien tu peux aller. Ok, parce que du coup, le pointeur, c'est un endroit dans la mémoire que là, on a créé en faisant cette opération-là, C'est ça. et qui n'est juste que la référence vers la zone de la mémoire dans laquelle il y a effectivement la structure de données en tant que telle. Exactement. T'as tout Ok. compris. Et pour ça, on va faire un petit dessin. J'ai juste une question. Vas-y. Est-ce que ça, du coup, c'est équivalent à ça? Oui. Ok. Oui. Est-ce que c'est quoi qui est le plus utilisé? Non, c'est l'esperluette? C'est J'aime bien l'esperluette. ce mot, esperluette.
Ok. Donc on va plutôt laisser le truc idiomatique. Mais oui, c'est valide. J'ai jamais utilisé comme ça. Jamais. Ok. J'ai jamais pensé à l'utiliser. C'est souvent dans le pattern matching qu'on utilise le ref. Mais oui, t'as totalement raison. Est-ce que tu vois mon écran Je vois ton écran. sur le live? Ouais, attends, je peux peut-être te le partager sur le Discord, tiens. Par contre, il apparaît plus sur le live. Ah si, tu vas dessiner dessus, c'est ça? Bah oui. Ah oui, ok. Donc il n'y a rien, AMD. mais c'est normal. Ok. AMD Bourror. Du coup, en fait, ta mémoire, quand tu crées un programme informatique, elle va se décomposer en deux parties. Voilà, j'ai tapé dans le bord. Tu vas avoir un morceau qui va s'appeler la stack. Hmm. C'est l'endroit où va s'exécuter ton programme. Et tu vas avoir une autre partie qui va s'appeler la mémoire statique. Statique parce qu'elle ne bouge pas. Et en fait, quand tu viens définir ton 1, 2, 3 qui est ici, ton 1, 2, 3, tu vas venir le définir ici. Et donc lorsque tu es en train de manipuler ton 1, 2, 3 et que tu l'as remplacé par un 0, bah en fait, tu es venu modifier des trucs dans cette mémoire. Mais comme Rust s'est aperçu que tu es en train de modifier quelque chose en cours d'exécution, il a sorti ce truc-là et l'a amené dans la stack. Mais ça, c'est des optimisations en fait que Rust va faire au cours de la découverte de ce que tu fais avec le programme. Donc là, tu te Ok. retrouves à avoir ton tableau 0, 1, 0, 2, 3 qui est dans la stack. Alors, question de noob du coup. Oui, Quand tu parles de la différence entre la stack et la statique, c'est d'un point de vue de Rust. C'est pas d'un point de vue système. Ou c'est c'est un d'un point point de de vue, vue. c'est un point de vue système. Là, on est vraiment lorsque le programme s'exécute, quand il se passe des trucs sur ton CPU. Ok. Donc, il est venu définir ce tableau de 1, 2, 3. Et lorsque on a voulu créer une référence, on est venu créer la référence qui est là. Et cette référence, elle vient pointer ici. OK? Au début de ton tableau. Mais pour savoir ce qu'on est en train de manipuler, il va y avoir une information qui va lui dire qu'il y a un 3. Et ce 3, en fait, ça va correspondre à la capacité de ce que tu es en train de manipuler. Et donc ça permet en fait à Rust de savoir où est la fin de ce que tu es en train de manipuler. Ça Ok. va? Parce que lui, il alloue une certaine taille de mémoire, il faut jamais dépasser. C'est ça. Ok. Et donc lorsque tu définis un ref 1 point de ton truc, tu viens définir ton pointeur, donc le truc là qui vaut 16, et tu viens définir aussi un truc qui vaut 2, parce qu'en fait, ton pointeur, il va venir pointer ici. Et c'est pour ça que lorsque on affiche le ref 1 point, bah en fait, on va venir afficher uniquement ce qui est visible de la part de ref. Le 0, en fait, a disparu de sa capacité à le voir. Parce que lui, il ne voit que en avant, il ne voit jamais en arrière.
Ok, donc quand on accède et quand on lit ce qu'il y a le contenu du pointeur, en fait, de toute façon, on ne peut pas voir le début du tableau parce que Bah, il est en la arrière. référence. Il est en De quoi? arrière. Il est juste en arrière, en fait. Il est quelque Oui, part mais du coup, dans c'est la une partie de mémoire. la mémoire auquel on n'a pas du tout accès. C'est ça. À partir de cette référence, on ne peut pas y avoir accès. On peut y avoir accès, mais on rentre dans ce qu'on appelle l'unsafe rust, où on peut faire des modifications de ce comportement, mais si tu le fais, là tu peux avoir des bugs, parce que tu sors en fait des clous de l'utilisation normale de ton array et de ta slice. D'ailleurs, ça s'appelle une slice. Ouais, c'est le cas aussi en Python et on fait aussi des slices en Bash. Je Ok, précise. bon bah parfait. Donc cette slice de tableau, c'est quelque chose que tu peux muter en comportement dans l'exécution. Donc tu vas pouvoir aller modifier ce que tu as envie dans le tableau, à condition que tu ne diminues pas la taille et que tu ne la grandisses pas. Ok? Que je diminue ou que je ne grandisse pas la taille de quoi? En fait, tu n'as pas le droit de déplacer le point qui est là pour le mettre ailleurs. Tu n'as pas le droit, par exemple, donc là, je vais rajouter un élément 4. Cet élément 4, en fait, il est interdit. Parce que tu ne peux pas bouger le point. Le point est fixe. Ok, le point, c'est le point, la terminaison de la structure de données qui de toute façon ne peut jamais bouger. C'est ça. Et Par contre, je après, peux bouger qu'est-ce qui est référencé au niveau de mon pointeur, c'est-à-dire le début ou la fin ou le milieu ouais. de mon arrêt, quoi. Et en fait, cette fin, elle va être calculée à partir de la valeur qui est ici, en vert. Le 2 là. C'est ça qui va te faire la fin de ton truc. Mais la fin physique de ton tableau en mémoire, elle ne bougera jamais. Ok? Ok. Et c'est intéressant de voir comment ça se passe vraiment Ah dans bah les oui. entrailles. Ah bah oui, bah c'est le seul intérêt en fait. C'est ce qui manque à toutes les formations que j'ai pu voir. Ok. Mais c'est bien d'expliquer les tours de magie. Mais on t'apprend le langage, mais on t'apprend pas à quoi il sert, donc ça sert à rien en fait. Ouais, c'est exactement ça. T'apprends à faire le tour de magie en regardant comment le magicien fait, mais tu ne comprends pas pourquoi le tour de magie marche dans le cerveau des personnes. C'est un peu le même genre de truc. Ok. Mais Ok? d'ailleurs, c'est pour toutes ces raisons-là, là, sur la gestion de la mémoire, Oui, que Rust est considéré comme un langage secure par design, contrairement au C, c'est où ça. tu as des possibilités d'accéder à des parties de la mémoire qui, normalement, ne devraient pas être accédées, et ce qui fait que, potentiellement, quand il y a des patterns qui sont pas safe, entre guillemets, Ou des exploits bien sales à base d'injection de payload crafté pour. ouais, voilà. Et du coup, ça laisse les portes ouvertes à certaines vulnérabilités qui sont plus difficiles à trouver en Rust. Sauf si on fait du unsafe Rust, j'imagine. D'où le principe d'unsafe Exactement. Rust. C'est-à-dire qu'on peut faire des trucs crado en Rust, mais il faut le dire explicitement au compilo en mode je fais des trucs crades, mais je le sais, quoi. Et si tu le fais, bah, ça sera toi qui prendras dans la gueule et pas les personnes qui feront du Rust de manière propre. Ce qui fait qu'on peut faire confiance par défaut à du Rust à partir du moment où la partie unsafe n'est pas utilisée, quoi. Ouais. Bon, après, Il y a des, il y a des, un il y a programme en des... Rust peut être malveillant de facto, mais ça n'a. Enfin, Et, c'est et encore. surtout, tu ne peux pas ne pas utiliser de unsafe Rust. Parce que Rust est bâti sur de l'unsafe. Il te cache tout ce qui peut cacher, mais de toute manière, vu qu'on manipule de la mémoire peut bouger. Ça dépend de qu'est-ce que tu... En fait, Rust ne connaît que ce qu'il connaît. Mais une fois qu'il est en train de tourner sur une machine, s'il y a quelqu'un qui arrive de manière malicieuse à modifier le contenu de la mémoire, Hmm. bah Rust, il peut pas le savoir en fait. Oui, Et c'est-à-dire ça que c'est existe. safe, toute chose égale par ailleurs par rapport à un autre soft qui te ferait la même chose écrit en C. Exactement. Si tu as du C qui tourne à côté du Rust, le C peut buter le Rust. Puisque le Et, C peut permettre de faire des choses que on ne devrait pas pouvoir faire.
Et par définition, il y a du C qui tourne sur les machines. Bah oui. Mais pas par design, pas par. C'est pas les développeurs qui voulaient faire ça. C'est juste que le C par design est dangereux à utiliser. Donc, bah, s'il n'est pas utilisé avec précaution, il peut provoquer des problèmes. Ok. Digression terminée, retournons à nos systèmes. Donc là, on est un peu bloqué parce que on a un tableau, on peut modifier les éléments qui sont dedans, mais une fois qu'on a créé notre tableau, bah, c'est terminé en fait. On a fait notre tableau. Donc le seul moyen que l'on aurait, ça serait de recréer un tableau en allant copier les éléments dans le tableau suivant. Mais ça, c'est un peu chiant, quoi. Et puis ça t'oblige à devoir anticiper tous les cas au moment où tu es en train d'écrire ton code pour te dire, bah, si la personne, elle fait par exemple une entrée utilisateur qui rajoute un tableau de 8 éléments, il faut avoir préalablement alloué un tableau de 8 éléments pour aller mettre les 8 éléments du tableau qui vient de l'utilisateur. Parce que si tu as alloué un truc de 4, bah ça ne marchera pas. Si tu as alloué un truc de 10 éléments, ça ne marchera pas non plus parce que tu as 8 éléments. Donc soit tu es obligé de padder avec des zéros ou des 99 ou des moins 99 pour te dire que des données elles ne sont pas utilisées. Mais d'une manière générale, c'est chiant, quoi. C'est vraiment dans un cas où t'as pas envie d'être. Donc, ce qu'on va faire, c'est que l'on va introduire le fameux concept d'allocation dynamique. Donc, pour utiliser l'allocation dynamique, on va venir définir une autre structure de données. Donc ça, c'est vraiment... non, on peut rester là, c'est pas grave. On va venir définir une autre structure de données qui s'appelle un vecteur. Donc un vecteur, c'est une structure, vraiment comme on a vu auparavant. Sauf que c'est une structure qui t'est fournie directement par le langage Rust. Vraiment, tu installes Rust et tu as directement ça dans la livre standard. Pour déclarer un vecteur, je sais pas pourquoi il y a le curseur qui bouge, mais... Ah, parce que je follow. Pour déclarer un vecteur, tu lui donnes un nom. Donc, vector integers. Et tu fais vec new. Là, tu vas te faire engueuler parce qu'il va te dire, on verra très prochainement à quoi ça correspond ce truc-là. Mais en gros, il te demande de lui spécifier qu'est-ce que tu vas mettre dans le tableau. Un peu comme on a fait ici. On va le faire, mais pour le contenu de ce vecteur. Donc pour le typer, tu as une syntaxe qui est à base de chevron ouvrant, chevron fermant, où tu vas venir mettre le type de ce que tu es en train de manipuler. Et là, il est d'accord. Et donc cette notation-là n'a absolument rien à voir avec les lifetime. Absolument rien à voir. C'est le type. Ok. Si tu veux prendre de l'avance, ça s'appelle les génériques. Ok. Ce tableau, tu peux l'afficher. Et il va te montrer que c'est un tableau vide. Ok? Ok. Tu peux rendre mutable ce tableau. Et venir dire que tu vas... On est d'accord, quand tu utilises le terme de tableau, c'est pas réellement un tableau comme on l'a fait au début avec integers. Voilà, c'est un vecteur, quoi. Ok. Tu as une fonction qui s'appelle push
Et cette fonction push te permet de mettre des choses dedans. Et du coup, ça te crée un tableau de un élément. Je te laisse rajouter les 2 éléments qui manquent. Ok. Je fais la méthode naïve, hein. Bah, c'est pas la méthode naïve, hein, c'est la méthode canonique. Non, on peut pas faire un truc du style pousser les. Je sais pas ce que prend comme Ah non, il prend un 8. value. La, Ok, la- la uniquement. signature, c'est 8. Donc, tu ne peux mettre que des 8. T'as oublié le point virgule. Je sais Non, pas non, il pourquoi est. ça marche, mais t'as oublié le point virgule. Ah non, il est. Ah oui, il est Ah, pas affiché chez toi, effectivement. Attends, ça, c'est les mystères de. non, mais bon, bah tant pis. Et donc, ce truc vient te créer un tableau d'entrée d'éléments. Et là maintenant, on va aller voir dans les entrailles de la bête. Parce que c'est un peu différent. Hop, on repart sur la table à dessin. Bon, déjà, on voit qu'il fait une size de 24. Ouais. Là où l'Integer se faisait une size Normalement, de. on va retomber sur nos pattes si j'ai bien fait mes calculs. Donc, on repart avec notre carré. On va virer la mémoire statique parce que la mémoire statique sert à rien ici. Donc, on a notre stack. Et on va avoir un autre élément qui s'appelle la heap. Donc, stack en anglais, ça veut dire une pile. Et heap, ça veut dire un tas. OK? Hmm. Lorsque tu déclares le vecteur, tu vas venir déclarer, premièrement, un pointeur. Ça, c'est ton vector integer. Salut Jérétom. Ce truc-là va venir pointer vers un truc dans la heap qui va avoir une taille. Je crois que par défaut, ça a une taille de 2. Tu as droit à 2 cases. Et donc ce truc-là, il pointe dans la heap ce truc de 2 cases. OK? Ok. Tu vas avoir, en plus de ce pointeur, 2 éléments. Tu vas avoir la taille. Donc ici, la taille, c'est 0. Et tu vas avoir la capacité. La capacité qui est de 3. 2. De Ah, 2 cases. ah oui. La question n'était pas piège, mais apparemment, ça a piégé. OK? Ok. Lorsque tu pushes ton 1, on va aller regarder la taille du vecteur. Enfin, la laine, la longueur de ce qui est déjà stocké, qui vaut 0. Et on va la comparer par rapport à la capacité. Si la longueur est inférieure à la capacité, alors ça signifie qu'il y a de la place ici. Et donc, lorsque tu fais un push de 1, on va aller mettre un 1 là. OK? Ok. Lorsque tu fais un push de 2, alors, pardon. La capacité change et passe à... Enfin, la longueur change et passe à 1. Lorsque tu pushes 2, tu mets le 2. Pour la même raison que tu as pu mettre le 1. Tu Jusque-là, arrives à tout une va bien. capacité qui
qui vaut 2. Merde, c'est pas la bonne couleur. La question, ça va être quand tu pousses un 3, du coup. Qu'est-ce qui se passe quand on pousse un 3? J'imagine qu'on recrée un pointeur qui va pointer. Ou alors, j'en sais rien. Ou alors, de toute façon, il y a un autre espace mémoire dans la heap qui va se créer. Ouais. Il va falloir qu'on référence cet espace mémoire dans la heap. Donc, soit. Non, j'en sais rien, explique-moi. Non, mais t'étais bien, hein, t'étais bien. Déjà, t'avais la bonne logique. En fait, tu as plusieurs algorithmes qui existent. On va dire que l'algorithme le plus courant, c'est tu vas doubler la taille de ce que tu as déjà. Donc si tu as 2, tu passes à 4 cases. Alors, pourquoi ça c'est possible dans la heap et c'était pas possible tout à l'heure dans la stack? Parce que la heap, c'est une zone mémoire qui est dynamique. Ça veut dire que tu peux faire évoluer les choses. Et là, j'ai simplifié les choses parce que, en vrai, ça peut être plus compliqué et on va voir juste après quand c'est plus compliqué. Mais là, on le fait simple. Ok. Donc là, tu pushes ton 3. Du coup, alors déjà, tu as eu ta capacité qui a changé, qui est passée à 4. Ouais. Tu avais ta valeur, attends, on va le faire dans l'ordre. Tu avais ta longueur qui valait 2. Tu compares le 4 avec le 2, tu peux le faire. Du coup, tu viens rajouter le 3. Ce qui fait que ta longueur passe à 3. OK? Ouais. Imaginons maintenant, tu as poussé 4 et tu veux pousser un 5. Sauf que pendant l'exécution du programme, quelqu'un a mangé la case qui était juste devant. Tu n'as plus le droit de l'utiliser parce qu'elle est à quelqu'un d'autre. Que Mhm. ça soit toi-même ou un autre programme. Ce qui va se passer, c'est qu'on va venir réallouer le tableau et réallouer le double du tableau pour aller mettre ce qu'il y a besoin. Puis, on va aller copier les données dans le tableau. Donc là, on a une opération de copie qui se fait sur chacun des éléments. Et on change le pointeur. Puis, on va changer la position du pointeur. Est-ce que je peux le tourner? Non. Pour venir pointer sur l'autre zone. Puis, on va dire au système, j'ai plus besoin de ça. Donc, il peut le supprimer ou il peut le faire réutiliser par quelqu'un d'autre. C'est plus ton problème. Tu Mhm. as libéré la mémoire. Et ensuite, tu vas aller faire ton 5. OK? Ok. C'est pour te dire que pousser dans un tableau en Rust et dans n'importe quel langage, hein, n'importe quel langage ça marche comme ça, c'est juste que tu n'as pas les mêmes API, tu n'as pas le même fonctionnement. Mais à chaque fois que tu viens faire ce genre d'opération de push sur de l'allocation dynamique, si tu arrives en bout de course de ce que tu as alloué, tu vas faire la recopie de tous les éléments de ton tableau dans le tableau suivant. Donc si tu as 5 éléments, ça passe. Si tu en as 12 milliards, c'est plus problématique. Ok? Je vois. Du coup, c'est des structures de données qu'il faut utiliser intelligemment, c'est-à-dire c'est pas la panacée, quoi. Exactement. Mais Ça rien prend n'est plus la de place. panacée en informatique. Il y a toujours une contrepartie entre l'usabilité et l'efficiency, comment on appelle ça? L'efficacité en mémoire. Mais la panacée n'existe pas dans la vie en général, Mais c'est mon ça. cher Yannick.
C'est une. Mais ok, mais c'est important de le voir comme ça, c'est-à-dire que ça prend plus de place et sur des programmes qui sont voilà, où on attend de la perf, faut éviter de les utiliser, j'imagine quoi. Mais ça a Ça ses peut, ouais, ça avantages. peut avoir des problèmes. On appelle ça Impeccable. des buffers préalloués, quand on crée des tableaux plus grands que les données qu'on a besoin. Comme ça, au Hmm, moins, on a de la place. c'est noté. Ce qui fait que tu utilises en permanence beaucoup de RAM, mais au moins, tu passes pas ton temps à copier de la donnée. Pour éviter ça, en fait, tu as une commande qui s'appelle new with capacity. Et ce new with capacity, en fait, il va prendre la taille de ce que tu veux allouer. Et donc, au lieu d'allouer au début un tableau de 2 éléments, il va t'en allouer un de 8 éléments. Et donc, quand tu vas faire ton push jusqu'au 8e élément, tu n'as pas de risque de réallocation de la mémoire, étant donné qu'elle est déjà allouée pour ce que tu as besoin. C'est quoi l'intérêt de faire ça, du coup? Parce que finalement, pour moi, c'est transparent, ça. Quand j'utilise le push 1, 2, 3, 4, je sais pas combien il y a combien il fait la taille derrière de la mémoire. Ouais, C'est quoi l'intérêt, du coup, de définir la capacité, sachant que de toute façon, c'est transparent? bah, c'est ce que je viens de te dire. Tu préalloues en fait les cases initiales. Si tu fais un with capacity ici, tu vas venir créer En, ton en fait, en pointeur. fait, si je peux préciser un peu ce que je dis, c'est que je comprends le fonctionnement derrière de la mémoire, mais je vois pas, moi, en tant qu'utilisateur de ce truc-là, qui, de toute façon, pour moi, cette allocation de mémoire, elle m'est abstraite par le fait que j'utilise un vecteur et que du coup, il se démerde avec la mémoire, grosso modo. Mais du coup, le fait de l'allouer avec une capacité particulière, ça permet quoi d'augmenter les performances. Je sais que la plupart du temps, j'ai 8 éléments, donc je les mets dedans parce que ça m'évite C'est que... ça. Ouais, ok. C'est exactement ça. Au début, en fait, tu as une longueur de 0 et une capacité de 8. Et donc, pendant le temps que tu ne dépasses pas ton 8, bah, en fait, tu vas pouvoir utiliser cette zone mémoire comme si tu utilisais une slice ou un tableau. Parce que tu n'as pas de réallocation mémoire. J'entends. Et à partir du moment où ça commence à chier dans les coins, bah, en fait, tu vas avoir le principe de réallocation qui va te permettre de pouvoir faire grossir ton besoin. Grossir ou diminuer ton besoin. Parce que tu peux très bien dire, bah maintenant, j'ai plus besoin de cette partie, et du coup, il va aller réallouer un tableau plus petit à côté pour aller mettre ce que tu as besoin. Ça dépend de la structure de données, non? Bah, en vrai, oui et non, Jeff, c'est juste des données. Tu copies des 0 et des 1, donc que tu sois en train de traiter des entiers, des chaînes de caractères, des booléens, une structure complexe qui utilise des pointeurs, ça change rien. C'est des 0 et des 1 qui sont copiés. Tu as toujours un overhead à copier des trucs. Je peux continuer la digression ou Oui. tu veux qu'on avance? Ah, vas-y, vas-y. On est là pour digresser. Euh, on entend toujours le fait que Rust et Go sont grosso modo deux langages à peu près similaires qui sont arrivés plus ou moins au même moment, mais pas poussés par les Oui, mêmes acteurs et qui, par design, sont quand même assez différents. oui. Ce C'est le qu'on trait entend rouge que souvent, j'ai mis en haut, qui est complètement voilà, différent. C'est ça, là. exactement. C'est ce que je voulais aborder, c'est-à-dire que Rust n'a pas de garbage collector, donc c'est-à-dire que quand il y a une allocation de mémoire, il faut explicitement désallouer cette partie de la mémoire. Là où Go s'occupe en gros de manière périodique d'aller virer les bouts de la mémoire qui ne sont pas alloués. Oui. Comment ce trait rouge se passe en Rust, là, typiquement avec notre vecteur? Alors, on peut le faire en très rapide, parce qu'il y aura une vidéo dédiée sur le sujet. Mais Ok. en gros, dès que le vecteur integers sort de la méthode main ou de n'importe quelle méthode, ou de n'importe quel contexte en fait, il y a un mécanisme interne qui va réaliser l'opération. Et Donc comme ça veut dire, tu, ok. et comme Si tu es typiquement, en compilation et que tu veux que tout soit déterministe,
Ouais, si tu veux, ouais. Euh, Bah, tu peux déjà essayer de faire un DBG de vecteur integer, tu verras qu'il n'existera plus. Donc là, en gros, c'est ça que tu es en train de me dire. Euh, Ah, s'il me dit. Ah, c'est with capacity. Ah, c'est... Ok. Qu'est-ce que je voulais dire avant que tu tapes des trucs Vector integer, de toute façon, il est même plus dans le scope et du coup, j'y ai pas accès, il est même pas référencé. Ouais, c'est ça. Mais, ok, je vois. Et du coup, comme tu es en compilation, en fait, tu as besoin que tout soit connu à l'avance. Et pour ça, en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va venir mettre les opérations qui disent qu'il faut libérer la mémoire directement dans le code source à l'endroit où ça doit l'être. Ici, par exemple, tu as littéralement un free de vector integers Ok. que tu aurais dû écrire en C. Dans le cadre de Go, en fait, Go, ce qu'il va faire, c'est qu'il va avoir un programme à côté qui va venir vérifier que c'est pas plus utilisé par personne. Et à partir du moment où c'est plus utilisé par personne, alors là, il va le libérer. Mais du coup, il est obligé de stopper le programme pendant quelques millisecondes, mais quelques millisecondes à intervalles réguliers. Ce qui fait que grosso modo, pour faire certaines opérations qui sont lourdes en RAM, je peux avoir un intérêt à créer un scope uniquement pour pouvoir libérer la mémoire plus rapidement et de pas attendre la Oui, fin de mon scope global pour pouvoir la libérer. oui. Ok. Ok, Ok. c'est clair. Du coup, maintenant que tu es un expert en Un vecteur, expert en RAM, du coup. en reste, je sais pas encore. Ça Ah bah arrivera, non, mais faut pas le même faire. moi, je le suis pas, donc j'aurais du mal à te faire passer expert. Tu as une syntaxe qui est bien sympathique pour créer le même tableau que ce qu'on vient de faire. Donc, vector integers est égal avec de crochets ou de égal ou de parenthèses, ça change rien. Moi, je mets des crochets parce que je suis habitué à le faire. De 1, 2, 3. Et ça fait exactement ce qui est au-dessus. Avec comment on appelle ça, l'optimisation de la capacité, parce que le système en fait il va détecter que tu es en train d'utiliser un vec, du coup il va regarder combien il y a d'éléments, du coup il va faire le with capacity de ce qu'il faut avant de faire le push. Ok. Ok. Tu peux faire un DBG du vecteur si tu veux. Et Euh, relancer la session aussi. Il reste 4 minutes. ouais, je vais faire ça de suite. Et du coup, on a bien le 1, 2, 3. Et je sais pas s'il y a des questions, peut-être. Today 1020. Non, 12h24, c'est pas ça. C'est bon, tu l'as dans 1h21, c'est bon. le Discord. Et maintenant, comme tu as compris que derrière c'était une slice, je te laisse récupérer les deux derniers éléments de vector integers à la ligne 18. Donc, je veux récupérer les deux éléments, les deux derniers éléments. Donc, ça va faire un truc comme ça. Pas du tout. Doesn't have a size known at compile. Il te manque un et commercial devant vector. Parce que Voilà.
Rappelle-moi pourquoi il me manque un et commercial, parce que du coup, Bah parce que tu définis une slice, mais ref à la place. Tu vas voir, c'est la même chose. Je l'ai jamais fait, mais je pense que... Ah non. non, ça doit être. Ah non, ça c'est pas possible. Il faudrait que je fasse un truc du style. Ouais, il faudrait que Euh, tu fasses une variable peut-être à côté. vector int. Ça, tu peux pas le faire. Ça, je peux pas le faire. Non, tu dois créer la slice dans la ligne 18. Ah oui, ok, d'accord. Donc Comme là, on je a pourrais fait, comme on a fait tout à l'heure. faire là. Ah oui, Je ok. sais, je sais pas si ça peut marcher, hein. Bref, vector int slice. Est-ce que ça fonctionne? J'ai aucun doute que ça marche, mais Ça fonctionne. Est-ce que ça a un intérêt? J'en sais aucun rien. intérêt. Mais tu sais que ça existe. Voilà. Et donc, pourquoi est-ce que ça marche? Parce que si on regarde le dessin, on a l'information en fait de où est-ce qu'on est et où est-ce qu'on va. Euh, Hop, je vais pas modifier ça, sinon c'est pas cohérent. Donc on a une taille de 8 et hop, une longueur de 5. Et donc ça veut dire que lorsque on fait notre slice, on vient déclarer notre slice et notre slice va venir pointer. Donc on a dit le premier élément, c'est ça? Elle va On venir a, pointer ici. Et elle a une taille de combien? Bah, elle a une taille de 4. Donc ça, c'est... comment tu l'as appelé? Vector integer ref slice? ref vector int slice. Bon, Ouais, bah, c'est je vais pas l'appeler hyper. VIS. Voilà, très bien. Ok. Donc en gros, quand je fais une référence vers une slice de vector integers, je suis pas en train de référencer. Tu ne Ok, références pas le vecteur integer. Tu références quelque chose dans la mémoire. ok. C'est pas intuitif de ouf, mais ok. C'est pas intuitif, mais c'est efficient. Ouais, non, mais c'est bien. Parce que si tu avais eu besoin de faire ça, ça aurait été un peu chiant, quoi. Parce qu'il faut le faire à chaque fois que tu as besoin d'aller chercher ta donnée. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que au moment où je crée ma référence vers le vecteur, ce Ouais. qui se passe, c'est que Rust va aller récupérer en fait le vecteur qui est un pointeur. Hmm. Il va aller à ce moment-là voir où est-ce que ça pointe et il va faire exactement la même chose, c'est-à-dire recréer un pointeur vers la mémoire, sauf que comme c'est un slice, du coup, il va commencer le pointeur uniquement, enfin, il va faire soit commencer, soit finir le pointeur uniquement là où est la slice. Ok. C'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que si celui-là il est mutable, et ben en fait il va pouvoir aller modifier de la donnée dans le tableau. Par contre, il y a un truc que j'ai jamais compris, c'est comment est-ce qu'il gérait la réallocation. Ça, j'ai jamais compris. Faudrait que je creuse pour la prochaine fois, parce que je ne comprends pas comment quand le tableau il bouge, la slice bouge avec. Il y a un truc qui est pas net dans ma compréhension du système. Quand on parle de Euh, réallocation, c'est-à-dire que si je rajoute encore, si je repush un integer, et que du coup on est bah, en train de dépasser la taille mémoire allouée, si ça tu va réallouer. dépasses ici, je suis pas sûr de comment ça marche en fait. Il y a un truc qui est pas net dans ma compréhension du truc. Ok. Donc je préfère On peut l'aider. avertir. Voilà. Il y a une zone de flou là que j'arrive pas à écarter. Mais il y a forcément un truc, hein.
Oui, c'est pas automagique. C'est pas automagique, non. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Et du coup, on avait inadmissible. Ouais, non, mais en faisant mon discours, je me suis aperçu d'un truc. Donc, je préfère avertir qu'il y a un loup quelque part. C'est pas normal en fait que ça marche. Faut aussi savoir quand on sait pas. Le dire quand on sait pas. Donc, comment est-ce qu'on arrive à une taille de 24? On sait que on a une taille de 16 qui est utilisée pour le pointeur. C'est du Magicode. Ah non, je pense pas. Il y a un truc qui est pas net. Donc on a une taille de 16 qui est la taille du pointeur qui pointe vers les informations qu'on a besoin. On sait qu'on a une deuxième information qui va être la taille, enfin la longueur du vecteur. Donc la longueur du vecteur ici c'est 3. On te pose une Mais, question ou pas? oui, vas-y. Si le vector integers, c'est une ref, pourquoi sa size est de 24 et pas 16 comme tous les Parce que vecteurs? c'est ça que je suis en train de dire justement. Ok. Mais tu as également la longueur de ton tableau. Longueur de tableau qui va être codée également en U32. Donc tu as 4 cases de plus. Et tu vas avoir 4 cases supplémentaires pour te donner la capacité de ton vecteur. Donc ça te fait 8 plus 16, on arrive bien à 24. Ok, d'accord. Et donc, quelle que soit la taille du vecteur, c'est le pointeur Toujours fait 16. 24. Toujours Le 24, pointeur ouais. fait Le 16 pointeur fait toujours plus 16 oui. et le vecteur en lui-même dans la stack fera toujours 24. Ok. Mais ça veut pas dire que ça occupe que 24 bits, bytes sur la mémoire parce que C'est on ça. regarde que ce qui T'as occupe le, la t'as stack et le, pas t'as la le ligne. tableau après qui grandit dans sa vie. Ok. Je suis en train de me dire, ouais, que. Ouais, non, c'est pas possible. Je suis revenu avec mon histoire de slice là, pendant la réallocation. Je regarderai pour la prochaine fois. Je suis navré. Ok. Ok. Et on va voir en dernier. Et on verra ça, on verra la suite la semaine prochaine. Avec le possible erratum d'ailleurs. Les chaînes de caractères. Qu'est-ce qu'une chaîne de caractères? Une chaîne de caractères, tu vas en avoir de plusieurs sortes. On va en faire que deux, mais il y en a plein d'autres. Tu vas avoir déjà ce qu'on appelle la chaîne statique. La chaîne statique, ça va être par exemple Hello World. Exactement, Hirotom. Quel est le type de Hello World? Le type de Hello World, c'est un ESTR et ça vaut 16. 16. T'as vu, je suis, hein. Le même 16, il est où? Le même 16 qu'on a au-dessus. Et ce 16-là, attends, 16. 4 x 8, ça fait pas 16, ça fait 12. On est d'accord? Non? Attends. Non, 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 4, c'est 4 8 x fois 8? 2, 16. 4 fois 8, 24. 4 x... Pas du tout. Attends, je me suis Non. perdu. Je me suis, je 32. me suis, je me suis perdu. J'ai toujours été très mauvais en calcul mental. Euh, Non, c'est 12, 12 plus 4. Oui, c'est ça. C'est 12 plus 4. C'est bon. oui, c'est ça, ça fait 32. Oui, voilà. Et du coup, bah, en fait, ce truc-là, ce static string,
il est analogue. Ouais, bah ouais, on est ingénieur, mais bon, pendant nos études, on a utilisé une calculette, quoi. Et, et du coup, ce static string, il est analogue en taille mémoire au ref integer qui est au-dessus. Donc en fait, c'est comme si on était en train de manipuler le même genre de truc. Et comme on a vu, ce truc-là, le ref integer, c'était un pointeur et une capacité, enfin une longueur. Donc ça veut dire que ce static string, en fait, c'est la référence vers quelque chose en mémoire qui est pointé vers la référence, par la référence, plus la taille de ce qu'on est en train de manipuler. Ok? Ok, mais du coup, la taille, là, pour le coup, je peux pas la voir. Bah si, La... c'est la longueur des caractères. Là, je sais pas combien il y a de caractères. Oui, ok, d'accord. Mais c'est-à-dire que j'ai pas un... Ok. C'est-à-dire que quand je regarde la taille d'une ref, ça m'aide pas pour savoir combien je prends de place en mémoire, quoi. Ça prendra toujours Euh, 16 plus le truc ça, qu'il faudrait prend, que je calcule. ça prendra 16 dans ta stack et ça Ouais, prendra autant de place que ça doit prendre dans la mémoire. ok. Du coup, bah, on reprend nos petits dessins. On va avoir à nouveau une mémoire, une stack. Et cette fois-ci, je remets la mémoire statique. Je vais juste mettre hello dedans. Donc ici, on va avoir à nouveau notre pointeur et qui va aller pointer dans la mémoire statique. Ah, j'ai pas noté statique. Et qui va posséder également la taille. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5 caractères. Ok? T'as juste mis hello, mais c'est pour représenter la string Hello World, hein. Ouais, parce que j'ai la flemme. Ouais, ouais, j'entends. Juste pour le préciser. Si on s'amuse à créer une slice avec ça, bah on va créer notre pointeur et on va créer la capacité du truc. Donc si par exemple on dit qu'on a une capacité de 3, donc ça serait static string et on en enlève 2. Je sais pas la place. 2. Ce truc-là va venir pointer là. Ok? Ok. Euh, Et du coup, je te propose que tu me fasses... Non, non, vire tout ça. Que tu m'affiches les ouais, 3 derniers caractères ou... Appelle-la juste hello, tiens. Ça sera plus simple. Comme ça, on aura les mêmes exemples. Non, non, fais-moi la slice et montre-moi les 3 derniers caractères. ouais, ce que je suis en train de faire, hein. Donc, t'as Ah, static moi, je string. pensais que tu allais faire dans le DBG direct. Pas besoin de variable. Euh, Donc, les trois derniers caractères. Donc, en Ouais, fait, mais ça commence. mets au pif, on s'en fout, on fera en DBG. L'intérêt, c'est pas de trouver les 3 derniers caractères, c'est de montrer. Bonjour, bonsoir, Vagni. Vagui. Donc là, tu vois que une chaîne de caractères se manipule exactement comme un tableau. Oui, donc, tu es en train de me dire qu'une chaîne de caractères, c'est un tableau de caractères. Exactement. Je Mais vois. quelle est la différence fondamentale entre Rust et par exemple du C? J'en sais rien, je connais pas le C. T'as jamais fait de C. Ok. Je n'ai jamais fait de C. J'ai toujours fait que du Python. Je rappelle, je ne suis pas développeur.
et du YAML, tu vois. Lorsque tu définis en C, je mets au-dessus, une chaîne de caractères, quand tu écris hello, en fait, le compilateur va venir écrire hello backslash 0. Ce qui Ok. fait que en mémoire, tu vas te retrouver à avoir tes cases où tu vas venir mettre ton hello et tu vas avoir une case vide qui va contenir un truc qui dit que la chaîne de caractères, elle est terminée. Ok. Et donc lorsque tu es en train de manipuler des chaînes de caractères en C, en fait, tu vas venir, par exemple, si tu veux connaître la longueur de ta chaîne de caractères, tu vas partir du début et tu vas avancer de proche en proche jusqu'à atteindre le caractère 0. Et en fait, quand, en C, quand tu demandes la longueur d'une chaîne de caractères, tu vas compter le nombre de bonds que tu as fait pour atteindre le caractère 0. Ok. Ok. Sauf que le souci, c'est que si la personne, elle a crafté sa chaîne de caractères pour ne pas avoir le truc 0, il peut arriver que ici, par exemple, tu es l'IBAN du client, d'un autre client, qui se balade. Ok, tu vas aller continuer de compter dans la mémoire Jus- à côté parce que t'as pas eu Jusqu'au slash zéro. 0 de l'autre. Hmm. Et donc, tu es allé te balader dans la mémoire. On appelle ça un buffer overflow. Où tu es allé te balader dans de la mémoire qui t'appartient pas, mais le système, il n'est pas capable de le deviner. Parce que bah, la HIP, elle est à tout le monde. C'est un peu le communisme. Et donc, bah, tu fais ce que tu veux, en fait. Ça s'appelle crafter un payload pour faire une attaque en buffer overflow sur une installation. C'est beau. C'est comme ça qu'ils font les pirates. Bah ouais. Il y a des excellents livres de cybersécu qui parlent de tout ce bordel. Moi, je suis pas un expert, hein. Moi, je connais juste vraiment les bases des bases. Et maintenant, en Rust, ça arrive quand c'est... De toute façon, non. Non, ça n'arrive pas quand c'est. Ça peut arriver en n'importe quoi, même en Rust. Si on fait de l'unsafe. Et maintenant, en Rust, on va avoir hello. Mais là, on n'a pas de caractère terminal. Ça n'existe pas. On n'a pas ce truc-là. Non, par contre, on dispose d'un pointeur qui a une Par longueur contre, définie. on a un pointeur, on a la taille Ouais. et on a la capacité. Ah, voilà, la capacité. Et donc, quand tu demandes la longueur de la valeur, len égale s, fin. Lorsque tu lui demandes de se balader dans la chaîne de caractères, il se baladera uniquement de là à capacité, enfin à taille. Tout le spectre qui est là, c'est interdit. Donc même si tu craftes ton payload pour essayer de faire quelque chose, cette zone-là ne t'appartient pas et ne t'appartiendra jamais. Tu ne peux pas accéder à ça. C'est quoi la différence entre le S et la capacité? La capacité, c'est la taille que tu peux utiliser avant de devoir réallouer les cases mémoire. Tu regarderas la rediff, on a fait des jolis dessins à propos aussi. Ok Manu? Ouais, ouais, c'est cool de voir. Ok.
Et c'est-à-dire que quand je demande la taille de ma chaîne de caractères, on est d'accord, j'ai directement accès à la size du coup, qui C'est est ça. actuellement dans la heap. Donc tout ça, c'est dans la heap, hein. C'est ça. Mais ça veut dire que je peux quand même rajouter des éléments au cul de ma chaîne là pour pouvoir par exemple écrire world derrière. C'est ça. Tant que la capacité que j'ai de dispo me le permet, et sinon j'ai une réallocation de mémoire à un endroit où j'ai besoin, ou alors il y a une extension de la mémoire en question pour pouvoir stocker des caractères. Ouais, c'est ça. Donc là, par exemple, la capacité, elle pourrait s'arrêter là. Tu pourrais avoir ça de capacité. Et après ça c'est le voisin. Ok, donc ce qui est interdit, c'est systématiquement le voisin. Ce qui est interdit, c'est après ta chaîne de caractères. Ok. Oui, ça pourrait être Que libre, tu aies c'est quand même alloué ta interdit. mémoire ou pas, c'est pas à toi. Pour le moment. Ouais, ouais. Même si la mémoire n'est pas allouée, j'y ai pas accès de toute façon. Bah, y a pas, en fait, il y a de la merde dedans. Tu as la merde du programme précédent. Hmm. Si quelqu'un Et pour a pouvoir les- déjà utilisé la valeur, ici, en fait, il peut y avoir le password, Ouais, bien sûr. mais du Oui, programme c'est ça qu'on dit précédent. que Rust est memory safe, ce qui n'est pas le cas du C. Bah, t'as juste dit je vais l'utiliser, mais c'est toujours pas à toi en fait. Tant que tu n'as pas commencé à écrire des choses dedans, on peut pas considérer que ce que tu es en train de manipuler, même si ça tu l'as réservé, c'est quelque chose que tu veux avoir. C'est pour ça que quand on sait, tu te balades dans un tableau, des fois tu as des caractères qui veulent rien dire. Ou des valeurs numériques très très grandes ou très petites ou des trucs bizarres. C'est parce que c'est pas des données qui te concernent, c'est des données de quelqu'un d'autre. Ou des bouts de données ou des résidus de quelque chose qui ne t'appartiennent pas ou ça peut être n'importe quoi en fait. C'est du bruit, mais du bruit qui, pour un pirate, peut être une source d'information infinie. On précise quand même qu'on a accès aux données dans la mémoire qui doit être allouée par le système, donc c'est dans le contexte de l'utilisateur qu'on utilise. Et typiquement sur un Oui, système Linux, par exemple, on n'aurait pas accès à une partie de la mémoire qui serait écrite par route et qui serait inaccessible par l'utilisateur en question qu'on utilise. ça c'est encore autre chose. On pourra en parler en digression, mais ça c'est encore autre chose. Là, je te parle uniquement au sein du même process. Oui, Mais je le précise juste, mais effectivement. on peut aller encore plus loin dans le délire, mais plus tard. Mais c'est pas l'objet. C'est pas l'objet. Ok. C'est pour ça que du coup, les chaînes de caractères en Rust sont des pointeurs. C'est ça. Parce qu'on Enfin, a c'est besoin des d'avoir une taille. références. Appelle ça des Ouais, slices. ok. Et comme tu l'as fait merde, tout à l'heure, tu peux t'amuser. On a dit, on a fait le troisième caractère, c'est ça? Tu- Euh, Ah non, on peut pas. Ah, rigolo. Eh ben non, on peut pas. J'aurais cru qu'on pouvait, mais non. C'est encore un truc différent. Bon, tant pis. Ok, on peut pas référencer un caractère dans une string par une integer. Ouais, c'est Peut-être parce aller qu'il choper l'index quand même de manière différente, mais il doit pas aimer la manière dont je fais le truc, donc c'est pas grave. ouais, il a l'air de dire un truc du style me, me, me permet juste. Donc là, il a l'air de dire, c'est ce qu'il disait tout à l'heure, qu'il est possible de référencer l'index en faisant cars. Non, mais là, tu vas trop loin. Laisse tomber. Tu pourras pas le muter après. On s'en fout. Ok, Et donc, le vrai type de cette chaîne de caractères, c'est IST, I statique.
str. Est-ce que tu te rappelles ce que c'est les lifetime? Est-ce que tu te rappelles de José? Oui, de loin. Non. Ok. Et La je me rappelle lifetime, qu'il y a un c'est un concept marqueur qui dit Ouais. que quand est-ce que la variable est utilisable, quand est-ce que la référence est valide. Donc quand est-ce que les données qui sont au bout de la référence n'ont pas été vidées. Ça va? Ouais. Ce Non? qui va être compliqué de toute façon avec les lifetime, c'est qu'on les a déjà vus 2, 3 fois, mais tant que je les utilise pas, c'est compliqué pour Bah moi là, tu les de utilises. trouver le contexte. En quoi on les utilise du coup et en quoi c'est différent d'avoir une static string dans lequel on référence pas la lifetime Non, qui est je te donne le vrai type de la chaîne de caractères. Ok, très bien. Je te demande juste si les lifetime, tu comprends ce que ça veut dire. Non, Non. mais comme ça, tant que Alors, je les attends. utiliserai pas, ça va être Non, compliqué. attends. Hop. Parce que ça sert à rien de parler dans le vide. Hop. Lorsque tu crées un programme, et que ce que tu es en train de manipuler est valide de cette accolade à cette accolade, on dit que la durée de vie est statique. Ça veut dire qu'elle est vraie pendant toute la durée de l'exécution du programme. Ok. Donc ça veut dire que là, le quote statique, c'est un terme particulier. Ça a une signification particulière. Le fait de mettre une quote statique, ça veut dire que ça va, la lifetime de cette string va être tant que le contexte est vrai, tant que le main est vrai. C'est ça. Ok. J'aurais pas pu mettre ma tick avec Toto, par exemple. Bah si, mais ça aurait été un alias à statique. Ok. On l'appelle statique parce que bah, c'est par défaut en fait la durée de vie de tout ce qui vit du début à la fin. Ok, donc par convention, on utilise statique. Très bien. Lorsque tu déclares un truc, genre par exemple A, et que ce A, tu viens le plonger dans un autre contexte. Tu viens créer une autre durée de vie qui vaut par exemple B. Ça Ok. signifie que la lifetime de A. Attends, on va faire un truc. On va agrandir un peu parce que j'ai pu avoir assez de place assez vite. Donc là, tu crées A. Tu crées AREF, qui est une référence de A. Tu crées un contexte et tu fais mourir A dans ce truc. Si tu utilises, j'ai toujours pas avoir assez de place. Si tu essayes de manipuler AREF ici, tu vas avoir une erreur parce que la durée de vie de AREF, c'est quelque chose qui est statique, alors que la durée de vie de A, bah en fait, c'est la durée de vie minimale qui est B. Et donc, ce truc-là, en fait, il va avoir une durée de vie de B. Et comme statique est plus grand que B, ta durée de vie qui est ici, bah en fait, elle va te dire que ton A vit
ton aref vit plus longtemps que ton A. Et ça, c'est interdit. Ok, mais je peux avoir une influence là-dessus? Bah oui, en mettant pas A dans le contexte et en le tuant pas, quoi. Ok. J'entends, mais du coup, je peux pas modifier le fait de noter là à l'intérieur, là de mettre statique comme lifetime. Je peux pas influer. Ça change rien. C'est juste une information là. Je le rends visible. Implicitement, Rust va découvrir presque toutes les lifetimes. Ok. Explicitement, tu peux essayer de lui indiquer des trucs et il va te dire si c'est cohérent ou pas. Ok. Mais généralement, tu mets pas les lifetimes parce que Rust est capable de savoir qu'est-ce qu'il est en train de manipuler et quand est-ce que ça va vivre. Dans le cas où je vais recréer mon contexte là que tu as mis avec B', enfin prime B, dans la lifetime B là. Dans Ouais. le cas où je shadow du coup A, on est d'accord que la lifetime de mon A, donc je shadow A, c'est-à-dire que je recrée à Ah partir oui, de là, la durée de vie est statique. la durée de vie statique. Enfin, Ok. elle n'est Donc pas c'est statique, si on fait ça, si tu shadow, ton A qui est là, il a une durée de vie de C. Parce qu'il n'est pas valide là, en fait. Il n'est pas valide pendant toute la durée du programme. Il est valable uniquement ici. ok. Mais si je shadow A dans mon contexte B, j'ai pas besoin de le reshadow en suivant. On est d'accord. Bah non, si tu le mets dans A, il meurt. Si tu déplaces A ici, il meurt. Ouais. Mais si je le shadow, non. Mais si tu le shadow où? Où tu veux le shadow Dans, là-dedans? dans le contexte, dans B. Dans B', là. Ou prime B, je sais pas comment t'appelles ça, mais. Pour le shadow, tu es obligé de déplacer A dedans. Ok. Donc non. C'est le concept d'ownership, exactement, Wagney. Wagway. Ça va pour les lifetime? Ouais. Après, autant qu'on les manipule pas pour l'instant. Mais là, je vois que Mais effectivement, t'es ce que en tu es en train de les train de dire, c'est que manipuler en fait. C'est juste que quand tu as utilisé le contexte pour aller buter le vecteur, c'est ce que tu as fait. Tu as utilisé les lifetime pour créer un contexte qui est plus petit que le contexte du programme. donc là, typiquement, si je let static Attends, string, on est d'accord. attends, je me suis emmêlé les pinceaux. Vas-y. On est d'accord que dans notre contexte là, par rapport à ce que tu as mis sur le schéma, on serait plutôt ici avec un B, vu que static string n'est pas Là, en fait, ici, tu es en depuis B'. le début. Entre la ligne 6 et la ligne 14, tu es en B'. Entre 17 et 25, tu es en A. Et entre 2 et 25, tu es en statique. Le integer Ok. qui est ici a une durée de vie statique. Parce qu'il est déclaré au début et il est disponible à la fin. Ok. Et c'est la même chose pour refInteger. RefInteger est disponible du début à la fin du programme. Ouais, ok, ça c'est ok. Ok. Par contre, le static string, il est dispo qu'à partir de la ligne 21. Le static string n'est disponible qu'à la ligne 21 parce que tu peux pas le référencer à la ligne 3. Ouais, ok. Donc ça c'est bon. Ok. C'est clair. On peut repartir avec les chaînes de caractères. Vas-y, vas-y. Salut Master IRL. Du coup, on va avoir notre stack et on va avoir notre statique. J'ai déjà dessiné ça, hein. On est d'accord? Oui. Tout début, ouais. Et donc ça veut dire que la durée de vie de ta chaîne de caractères est statique. Autrement dit, elle est valide dans l'intégralité du programme.
et donc référençable par n'importe qui à n'importe quel moment de l'exécution de ton programme. À partir du moment où elle est déclarée. À partir du moment où le programme démarre. À partir du moment où le programme démarre, Hello existe en mémoire et est utilisable par n'importe qui. Même s'il est déclaré à la ligne 21? Là, dans notre cas, typiquement? C'est-à-dire que j'ai compilé Oui. mon truc. Oui, parce qu'il faut distinguer ce qui est défini par le programme et ce qui est défini par la compilation. Ok. Même si dans ton programme, tu ne peux pas y avoir accès, elle existe au moment où tu as compilé ton programme. Et donc, si Ok. tu es suffisamment intelligent pour savoir où est ta donnée dans la mémoire statique, à la Ouais. ligne 1, tu peux aller la chercher alors qu'elle n'existe pas encore. Ok, trop bien. C'est trop bien, hein. Ça s'appelle encore du unsafe rest. Mais tu peux le faire. Ok. Et du coup, je prendrai ta question tout à l'heure, Master IRL. Et du coup, maintenant qu'on a cette information, ce qu'on va faire, c'est que on va la passer dans un contexte différent. On va faire une fonction qui va s'appeler hello. Parce que j'ai aucune... Et qui va prendre en paramètre message qui va être une chaîne de caractères. Et cette chaîne de caractères, on va juste l'afficher. Ah. C'est quoi ce B là que t'as foutu? C'était par rapport à la discussion qu'on a eue tout à l'heure sur le fait que, comme c'était déclaré à la truc à la Ouais, ligne mais 21. il sait pas de quoi tu parles en fait. Il n'y a que statique qui existe. Statique ou rien du tout. Ok, donc statique a bien un truc bien Oui. une signification particulière. Ok. Bah, il faut le déclarer en fait, ton B, mais ça plus tard. C'est déjà assez complexe comme ça. Du coup, tu vois que quand je passe hello à ma méthode hello, il m'affiche bien hello. Il m'affiche rien du tout parce que je ne l'ai pas appelé. Ouais, j'ai appelé tout le monde hello. Hello FN. Tu vois bien qu'il affiche bien hello dans la méthode message. Et du coup, ce qui se passe, c'est que lorsque il y a question au gouvernement, dans 2 minutes, je risque de ne pas écouter. Très rapidement, c'est la gestion de la mémoire, de la libération de la mémoire automatisée à la compilation sans garbage collector et une gestion de tout ce qui va être multithreading très poussé aussi sur l'évaluation de la mémoire. Et après, tu as plein de concepts haut niveau qui te permettent de manipuler sémantiquement de la donnée. Il y a d'autres trucs, mais en 30 secondes, j'aurai pas le temps de tout énumérer. Tu n'as pas de programmation orientée objet, mais tu as tout un système de programmation par aspect qui te permet de simuler la programmation orientée objet en évitant les problèmes d'héritage. Donc, c'est du C en mieux, c'est ça. Donc là, qu'est-ce qui se passe? En fait, lorsque tu passes ta chaîne de caractères en paramètre de hello-fn, en fait, tu viens juste que passer un pointeur. Et donc là, ce qui se passe, c'est que tu recopies l'adresse de hello, qui est au-dessus là.
tu viens recopier le nombre qui est pointé par hello dans message. Et donc, ça va être en fait le même pointeur qui va se retrouver ici. Et donc, lorsque tu manipules ta slice, en fait, tu vas manipuler la même slice que tu as définie à la ligne 22. OK? Ok. Et le dernier truc qu'on va voir, parce qu'il est 14h, le temps passe trop vite, hein. On va faire exactement la même chose qu'on a fait avec le vecteur, sauf qu'on va le faire pour les chaînes de caractères. Et du coup, on va déclarer une dynamique string. Et pour ça, on va utiliser une autre structure de données qui s'appelle string. Et string va avoir une méthode qui s'appelle from. Et cette méthode from te permet de déclarer ta chaîne de caractères. OK? Ok. Et du coup, cette chaîne de caractères, comme c'est un vecteur derrière, en fait, tu vas pouvoir aller la manipuler comme on a manipulé notre vecteur. Et donc, si tu as besoin de faire grossir ta chaîne de caractères, en fait, tu vas pouvoir faire... Je crois que tu as le droit. Je sais plus. Oui. Et donc, si tu affiches ta dynamic string, oh, tu vois que maintenant, il y a Hello Toto et plus Hello. Parce qu'il est parti réallouer la mémoire pour aller ajouter les caractères Toto à la suite de notre tableau, comme on l'avait fait avec le push. Ce qui fait que je peux aussi utiliser les méthodes type push sur directement dynamic string. On est d'accord, c'est un vecteur du coup. Je sais pas si le mot push existe. Tu peux tester. J'ai jamais essayé. Peut-être qu'il y a. L'intérêt est limité, mais ouais, ça a l'air. Vas-y. Rajoute-lui On un peut push, caractère. Donc un caractère, c'est entre simple quote. Tu peux pas lui mettre et sinon on peut mettre un push tu peux string faire un push apparemment. string. Mais du coup, tu es obligé de réallouer une chaîne de caractères avec. Donc mets juste un push. Allez, simple quote. Ah oui, simple quote. Ah, ok. Donc, OK? Et la dernière digression qu'on va faire, et après on s'enfuit, c'est que on a parlé de la lifetime, mais on n'a pas parlé du str qui était au cul. Tu vois, le type str qui est là, il est différent du type de push qui te dit qu'il a besoin d'un char. Pourquoi est-ce qu'on manipule une slice de str et pas une slice de char? C'est parce que, en fait, le char, c'est un truc qui a été inventé dans les temps anciens, à l'époque où les seules personnes qui faisaient de l'informatique, c'était les Américains. Ils ont créé un protocole qui s'appelle l'ASCII, American Standard, je sais pas quoi pour l'information, pour la transmission d'informations. Et ce truc-là n'utilise que des caractères qui sont utilisés par des claviers anglais. Donc, l'alphabet, les chiffres, quelques symboles et des caractères de contrôle qu'il y avait sur les anciennes machines à écrire. Sauf que le souci, c'est que dans le monde moderne, déjà, il n'y a pas que les Américains, même s'ils pensent que c'est le cas, il y a aussi d'autres peuples, dont les Français, qui ont un truc qui s'appelle les accents. Mais tu as également les Indiens, qui vont avoir carrément un syllabaire différent. Et tu vas avoir les Chinois, qui vont avoir carrément des milliers de symboles différents. Et tout ça, il faut pouvoir le représenter. Sauf qu'un char, c'est équivalent à un entier 8. Donc tu as le droit à 255 possibilités. Et donc pour pallier à ça, on a créé ce qu'on appelle l'UTF-8. Et l'UTF-8, c'est un truc qui est chiant, sa mère, mais qui est trop pratique.
il est chiant quand tu essayes de le manipuler en tant que développeur, mais il est trop pratique quand tu l'utilises en tant que développeur utilisateur et non constructeur de lib qui fait l'Unicode. Et donc, pour éviter toute confusion entre le char et ce qu'on manipule en Unicode, on a un autre type qui est le str, qui est un truc qui peut valoir un char, 2 chars, 3 chars ou 4 chars. Et c'est le langage qui est capable de savoir quelle est la taille réelle de la chaîne de caractères. Et donc lorsque tu manipules ta chaîne de caractères, donc là par exemple on a la chaîne statique qui est ici. Si je lui rajoute un emoji, tu vois que la taille de la... Ah non, on n'a pas affiché la taille. Attends. Donc pour avoir la taille d'une chaîne de caractères, c'est len. Il te manque un. Je le rajoute. Bah, je le vois. Il me fout de la gueule. Ah, ouais, il n'était pas chez moi. Tu l'avais pas toi. Ok. Donc là, tu vois, tu as une taille de 9. Et là, tu as une taille de 5. Donc ça veut dire que mon emoji à la con, il prend une taille de 4. Ok? Ouais. Et donc C'est pour clair. pallier à tout ce bordel, tu as le type str qui vient faire la glue entre le modèle américain et le modèle mondial. Et l'Unicode est rétrocompatible avec l'ASCII. Ce qui signifie que de 0 à 255 en Unicode, tu vas avoir l'ASCII. Et après, tu as tout le bordel. Voilà pour l'allocation dynamique. Ça va, c'était pas trop éprouvant? Non, ça me. C'était, je trouve, un bon épisode. On a vu plein de trucs sur la partie Sur la sécu mémoire surtout. et sur la partie théorique un peu. Ouais. Il y avait peut-être un peu moins de dev dans l'absolu, mais c'était tout aussi intéressant. Et bah parfait. Est-ce que vous avez Est-ce des que je peux questions dans utiliser, le tiens, je suis chat? en train de me dire, c'est un truc à la con, mais est-ce que je peux utiliser, est-ce que mes variables sont UTF-8? Est-ce Est-ce que que je peux tes mettre variables un, sont UTF-8? Je crois que oui. est-ce que je peux Essaye. mettre un emoji? On va essayer ça. J'ai vu des personnes faire tout en emoji, donc je pense que oui. J'ai jamais essayé. Non, il est pas d'accord. Ça a pas l'air, ouais. Tiens, regarde ce qui s'est passé. T'as vu le caractère dans la ligne 21 là, dans la console? Ouais. Il a coupé l'emoji en deux. Il a pris que la moitié. Ah oui, alors ça, c'est le rendu que t'as, toi, côté navigateur. Ouais. Moi, je vois bien l'emoji en entier, mais Ah ok. effectivement, ça a pas l'air d'être possible. Et il le dit clairement, il dit Identifiers cannot contain emoji. On veut des salaires à 200K pour faire du Go. Ouais, je sais pas. Même à 200K, moi je fais pas d'AFGO. Hop là. Donc bah si vous n'avez pas de questions, on va vous souhaiter une excellente journée. En vous remerciant d'être resté même après l'horaire. Navré, on a un peu débordé, on a eu plein de questions. Donc, Ah, 48 de retard. ouais. Mais c'est que c'était fun. C'est beau? Pas de questions? Pas de questions de ta part non plus, Manu? Ah, j'ai posé toutes les questions que j'avais. J'ai bien Donc, je vu. me suis pas... Et du coup, on a 40 minutes de retard. Top le stream, et bah merci beaucoup. Pas de questions. Merci à tous. Et bah à la semaine Bon prochaine. après-midi, bonne On, semaine et à la on semaine pro. part, on part sur les box la semaine prochaine. Ça, c'est une autre histoire encore. Bonne semaine à tous.